Mesdames et messieurs, chers collègues, chers habitués du jeudi du RHNE et du buffet apéritif de fin de conférence, bonsoir. Je suis Jérôme Kubler, je suis le directeur logistique du RHNE et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir sur ce site de Pourtalès pour cette conférence des jeudis du RHNE. Donc il est de tradition que les directrices et directeurs de RHNE se succèdent chaque mois pour vous souhaiter la bienvenue au jeudi du RHNE. Et pour ma part, après avoir traité du sommeil, du ronflement et du diabète, entre autres, j'ai décelé des éléments communs à toutes ces conférences qui peuvent être résumés par surveiller son poids, consommer de l'alcool avec modération, ne pas fumer et pratiquer l'exercice physique. Donc je suis certain que vous êtes aussi impatient que moi de savoir si la conclusion de ce soir sera la même. Pas de spoiler, ok. Mais en tout état de cause, je ne peux que vous encourager à suivre ces préceptes qui, d'une part, vous maintiendront en excellente santé pour de nombreuses années, et d'autre part, permettront à votre réseau hospitalier préféré de concentrer ses efforts sur les patients victimes ces temps-ci des épidémies hivernales. Donc, trêve de plaisanterie et merci d'être là. Donc ce soir, nous allons parler d'un sujet sérieux mais essentiel, l'accident vasculaire cérébral ou AVC. L'AVC, c'est un peu comme si le cerveau subissait une panne de courant ou plutôt une coupure d'eau. Le flux sanguin qui apporte oxygène et énergie s'interrompt soudainement et quand le cerveau manque d'oxygène, chaque minute compte. En Suisse, près de 16 000 personnes sont touchées chaque année par des AVC. C'est la première cause de handicap chez l'adulte, mais une prise en charge rapide peut tout changer. Au RHNE, notre Stroke Unit, qui est certifié par le European Stroke Organization, ESO, depuis 2013, qui a été la première en Suisse romande à obtenir cette reconnaissance, prend en charge chaque année entre 500 et 600 patientes et patients souffrant d'AVC. Et depuis peu, une consultation infirmière post-AVC permet également d'améliorer la prise en charge en assurant le suivi après le retour à domicile. Les services fournis par cette consultation sont entre autres de répondre aux questions, de vérifier les traitements et de prévenir une récidive. Donc ce soir, nos intervenantes et intervenants qui vont aborder cette problématique vont traiter de sa prise en charge au sein du RHNE et répondront ensuite évidemment à toutes vos questions. J'ai donc le plaisir de vous présenter le docteur Paul Muresan. Il est là. Frédéric Schild, qui est infirmier clinicien au sein du centre de neurologie. Nadia Idini, qui est infirmière au sein du service de neurologie et au bénéfice d'un CAS en soins aux personnes atteintes d'un AVC. C'est donc elle qui s'occupe de la nouvelle prestation, si j'ai bien compris. Voilà. Nous commencerons donc cette présentation également par le témoignage fort d'une patiente qui a vécu un AVC en 2024, Madame Christelle Beucher. Au terme de la présentation, il y aura comme d'habitude une partie réservée aux questions-réponses, puis un apéritif durant lequel vous pourrez manger soit des pains surprises, soit des légumes, et modérer votre consommation d'alcool, ainsi que de prolonger les éventuels échanges au sujet de cette conférence. J'en profite également pour vous annoncer la prochaine conférence des jeudis du RHNE qui aura lieu le 20 novembre dans ces murs et sera consacrée au Centre de médecine des violences. Les légumes vont sûrement pas beaucoup aider. Donc je vous souhaite une bonne conférence et je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle, j'ai 51 ans, je suis infirmière et maman de 3 filles. Et je suis là ce soir à la demande du docteur Muresan parce que j'ai fait un AVC presque un an jour pour jour le 21 octobre 2024. Si je cherche mes mots, soyez pas indulgents, c'est pas l'AVC, c'est que je sais pas parler en public, je préfère. Mon cas est un peu atypique, c'est pour ça que j'ai plaisir à partager mon expérience en fait. En octobre 2024, je venais d'arriver en Suisse avec ma fille de 10 ans, quelques mois auparavant. Je suis arrivée en juillet, j'ai perdu mon papa en septembre, qui me laissait orpheline. J'avais un nouveau travail, je suis toujours responsable d'un centre de soins à domicile à Neuchâtel, Home Assistance pour ceux qui connaissent. Et je devais m'adapter à une nouvelle ville, un nouveau pays. Donc je dis toujours que j'étais à peu près zen comme un chat dans une baignoire, pour dire que le stress a quand même un peu son importance.
Un matin, je me suis réveillée comme tous les matins, préparé ma fille pour l'école. Et j'ai eu les signes familiers d'une migraine. Je suis migraineuse, je connaissais par cœur. Une migraine comme toutes les migraines. Pour les migraineux qui connaissent, on dit migraine avec aura, parce que j'ai plein de symptômes qui se greffent dessus. Des scotomes scintillants, gêne visuelle dans les yeux, des paresthésies, alors des picotements dans la bouche, dans les doigts, une difficulté à parler. Je suis habituée, j'ai ça depuis mes 14 ans, je prends de l'ibuprofène ou du paracétamol et ça passe. Sauf que là, ça passe pas. Je sais aussi la cause de mes migraines, puisque je suis allergique aux fruits exotiques et dans 100% des cas, ça me déclenche une migraine. Et là, ce matin-là, j'ai pris un spray pour le mal de gorge qui contenait des fruits exotiques, ce que j'ignorais. Mais l'effet a été assez radical et assez violent. Mais je me suis pas inquiétée. J'ai pris des cachets, j'ai emmené ma fille à l'école et en espérant que ça passe assez vite. Sauf que la journée avançait et ça allait pas mieux. C'était pas pire, mais c'était pas mieux. J'alternais les antalgiques, aspirine, paracétamol, anti-inflammatoire, parce que il me fallait au moins toutes les 3 heures quelque chose pour supporter. Et toute la journée, je suis restée dans le noir. J'ai quand même réussi à travailler un petit peu, à faire m'allonger, aller travailler. Et le soir, je me suis couchée tôt en me disant cette migraine quand même, elle est coriace. Et à minuit, j'ai été réveillée brutalement par une douleur occipitale que j'évalue à 8 sur 10 parce que les soignants aiment bien évaluer la douleur. C'est violent et inhabituel. Ça me fait un peu peur quand même. Pardon. Ah, j'ai appuyé dessus. Oh. Pardon. J'ai même pas senti. Pardon. Donc ouais, cette douleur me réveille. J'ai ma fille de 23 ans en vacances chez moi qui dort pas et je pleure de douleur et je lui dis mais c'est pas possible, je suis en train de faire un AVC mais sans y croire du tout en fait. Je me fais quand même quelques signes neurologiques comme on connaît, des grimaces et j'ai pas de trouble. Je suis persuadée que c'est ma migraine. Je reprends 400 mg d'ibuprofène qui font céder la douleur assez rapidement et je me rendors. Ça c'était un lundi. Et en fait, les jours passent et j'ai pas vraiment de symptômes, mais j'ai quand même ces troubles visuels qui persistent. Et je me sens un petit peu cotonneuse, un petit peu bizarre, un petit peu patraque. Mais je parviens à travailler. Je vais même me promener avec mon ami en montagne. J'alterne par contre toujours ibuprofène, paracétamol et aspirine. Alors évidemment, mon état me semble pas normal, mais pour moi, c'est une migraine comme d'habitude. Simplement, elle dure dans le temps. Au 5e jour, par contre, le vendredi matin, je suis de repos, je me lève et mon compagnon me fait remarquer que j'ai pas d'équilibre et que je me tiens au mur. Mais je m'en rends même pas vraiment compte. Il me convainc d'aller aux urgences. J'accepte parce que je me sens un petit peu déconnectée quand même. Et la veille, j'ai eu des vertiges avec lui en montagne. Je me dis, bon, au moins cette fois, je vais avoir une perfusion bien plus puissante et ils vont me régler cette migraine qui passe pas. Et quand j'arrive à l'hôpital, les médecins me font des tests neurologiques et je suis bien obligée d'admettre que j'ai aucun équilibre, ni les yeux ouverts, mais alors encore pire, les yeux fermés. Et on me parle éventuellement en diagnostic différentiel d'une dissection de l'artère vertébrale parce que je suis migraineuse et que c'est assez courant. Je fais un scanner ou un IRM, je ne sais plus d'ailleurs. Et en fait, le verdict tombe AVC en région occipitale. Le docteur Muresan m'annonce ça avec une douceur incroyable. Je le revois assis au bout du box parce que moi je pleure parce qu'en fait il fait nuit et que j'ai pas envie de rentrer en bus de nuit chez moi. Et le docteur Muresan me dit vous avez fait un AVC et je dis ah bah ça va en fait alors finalement je me sens bien. En réalité c'est vrai que je suis tout de suite soulagée curieusement. J'ai bien compris le diagnostic mais je comprends que j'ai pas tellement de troubles, j'ai pas de paralysie, j'arrive à parler. Je suis assez positive et je suis soulagée en fait d'être prise en charge. Je pense que je vais être transférée, mais il m'annonce qu'il y a une unité ici effectivement de lit de neurologie. Je suis bien contente. Longtemps d'ailleurs, l'équipe soignante a cru que je comprenais pas bien ce qui m'arrivait parce que j'ai un côté un peu gai et positif et je blague. Encore, ils croient que je n'ai pas compris que j'avais fait un AVC, mais justement, je me rends compte de la chance que j'ai quoi. Cependant, il y a quand même un risque de récidive que je mesure pas. Alors, j'ai pas fait de deuxième AVC, mais je me rendais pas bien compte effectivement sur le coup. Je suis immédiatement admise en chambre de surveillance intensive, scopée, perfusée, entourée. L'équipe d'infirmiers, de soignants est bienveillante, compétente.
présente, à l'écoute. Il blague aussi avec moi, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens vraiment en sécurité et choyée. Le docteur Murezan m'explique tout avec clarté, douceur, humanité. Et puis, oui, je suis quand même beaucoup surveillée. Je comprends, et en même temps, je me dis bon bah c'est bon, c'est passé, j'ai pas de séquelles quoi. Après, est-ce que je peux rentrer chez moi? Je me déscope à plusieurs reprises, j'éteins les alarmes, je suis infirmière. Je vais au WC alors que j'ai pas le droit, et puis j'essaye de marcher sur les joints de carrelage pour voir si je récupère mon équilibre. Mais je suis prise en flagrant délit par le docteur Murezan, qui est toujours là. Je pense qu'il n'a pas de vie privée, ce médecin, jour et nuit. Il m'explique les risques avec un ton grave, et je lui fais mon plus beau sourire, mais ça marche pas. Je dois retourner au lit, ne plus me déscoper et rester sage. Je le vois inquiet. Je me sens, alors j'ai plus de douleur, j'ai pas de céphalée, mais je me sens dans un monde parallèle un peu. Je me sens un peu comme dans ces films-là, comme si je voyais la scène de l'extérieur. C'est assez bizarre. C'est le seul symptôme que j'ai, avec une petite gêne visuelle. Je suis bien sûr traitée, anti-agrégant, je sais même pas trop ce qu'on m'a fait en fait. Anti-agrégant plaquettaire, statine, antalgique, surveillance des glycémies. Je subis différents tests et examens pour déterminer la cause de mon AVC et évaluer le risque de récidive, parce que si on ne sait pas la cause, je peux en refaire un à tout moment. Je tente à plusieurs reprises de convaincre le docteur Murezan que c'est ma migraine qui a déclenché cet AVC, parce que depuis toute jeune, je dis à tous les médecins qu'on dirait un AVC, que c'est les symptômes d'un AVC. Il est très à l'écoute, mais il m'explique que même s'il veut bien entendre qu'il y a un lien, ça ne peut être le seul facteur de risque. On me fait enfin une échographie du cœur avec injection de microbules qui montre la cause numéro 1 de mon AVC, un FOP. Je suis infirmière, mais je ne connaissais pas du tout. C'est foramen perméable ovale. En fait, c'est un petit trou entre les deux oreillettes du cœur qui aurait dû se fermer à la naissance. Et comme chez, je crois, un quart de la population, enfin beaucoup de monde, ça reste ouvert parfois sans problème, mais ça peut laisser passer des petits cailloux de sang et engendrer un AVC. Après quelques jours, j'ai récupéré mon équilibre, mais ma gêne visuelle est encore présente, même si assez minime. Je dois réaliser une série de tests neurologiques afin d'évaluer mes fonctions cognitives, mémoire, langage, coordination. C'est le grand oral du cerveau et c'est très très stressant pour moi parce que je suis déjà nulle en test psychotechnique en temps normal sans AVC. Donc je leur dis non mais là je vais avoir un résultat catastrophique et puis c'est pas à cause de l'AVC en fait. Les tests sont réalisés pour moi sur 2 jours. C'est exigeant, ouais, c'est vraiment stressant. Je risque mon permis de conduire et mon métier, mais je réussis contre toute attente. On me dit que j'ai mieux réussi que quelqu'un de mon âge, de mon niveau scolaire et qui n'aurait pas fait d'AVC. Du coup je suis terriblement soulagée. Je peux reprendre le travail, je peux même conduire après vérification de mon champ visuel par l'ophtalmologiste. Ces tests, finalement, c'est assez primordial parce que ça m'a permis de reprendre confiance et de me sentir légitime dans ma reprise. Sinon, le moindre bafouillement, la moindre perte de mémoire, on va dire ça y est, c'est l'AVC. Et en fait, ça m'a bien rassurée de faire ces tests. Je suis ensuite convoquée en ambulatoire pour une écho transœsophagienne pour voir vraiment ce FOP de près. C'est le docteur Pélaton, ici au RHNE, qui me fait cet écho. Et on décide tous, en fait, qu'il faut fermer ce FOP parce que ça règle le problème des AVC, mais ça règle aussi mon problème de migraine. Enfin, j'espère. Ça, je l'ai fait à Fribourg, parce que j'ai déménagé entre-temps, et c'est au HFR, le docteur Togny, qui m'a fait ça. En fémoral, un peu comme un stent pour un infarctus. Je suis régulièrement suivie et convoquée pour des consultations et bilans sanguins, ce qui me rassure et me permet de poser toutes les questions possibles, jusqu'au jour où le docteur Murezan me dit qu'il ne veut plus me voir, que je vais bien, sauf pour cette conférence, donc je suis très triste. À ce jour, je n'ai pas de séquelles, sauf quand même un très léger scotome scintillant qui est resté, mais grâce à ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, en fait, le cerveau prend la relève par d'autres connexions neuronales et je le vois quasiment plus, sauf quand il y a une grande luminosité. Donc on peut pas dire vraiment que ça me gêne et je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Je voulais juste vous transmettre ce soir en fait qu'il faut vraiment être à l'affût, qu'une douleur familière peut cacher un danger inédit, que même les soignants peuvent passer à côté, que le corps parle, que mon corps il arrêtait pas de me dire qu'il n'en pouvait plus et que je continuais à travailler comme une malade et à pas m'écouter. Et que l'humanité des équipes médicales, c'est vraiment un point important. Ça nous aide à passer ce moment de stress et de douleur. Et moi, j'ai jamais rien caché, ni à mes patients, ni à mes collègues, ni à mes patrons. Ils m'ont soutenue. Et puis, j'aime du coup partager aussi avec mes patients parce que je sais ce que c'est que d'être dans le lit
et d'avoir peur. Et voilà, c'est pour ça que je voulais partager aussi ça ce soir avec vous. Et je vous remercie d'avoir écouté et puis prenez soin de vous. Je savais, ça marcherait pas. Voilà. Je peux dérégler. Ça marche. Bonsoir, merci pour votre témoignage, ça nous avait tous touchés, je pense. Moi, je suis le docteur Paul Muresan, je suis un des médecins neurologie ici, médecin-chef en service de neurologie, et je m'occupe particulièrement des AVC. Donc, voilà, l'expertise, c'est plutôt AVC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un peu notre expertise et voir un peu avec vous comment on peut faire au mieux pour ceux qui, malheureusement, vont faire des AVC dans notre canton. Vous allez voir certains chiffres, parce qu'on aime bien se comparer avec d'autres cantons. Et pour des soucis, on va dire, du temps, je vais essayer de passer certains messages assez rapidement, d'autres moins rapidement. Si vous voyez quelque chose qui vous paraissait important, vous levez la main, je m'arrête et on pose des questions même en direct, parce que parfois, il ne faut pas oublier pourquoi on est là pour répondre à vos questions. Ce n'est pas un cours, c'est loin de cela. Je me suis permis de mettre ici le flyer de la Société suisse cérébrovasculaire. Vous l'avez ici. En fait, c'est une campagne qui est très, très importante pour nous, pour sensibiliser la population. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a très peu de gens qui savent ce que c'est un accident ischémique transitoire, un petit AVC, un grand AVC, ischémique, hémorragique, quels sont les symptômes. Et vous allez voir que nos collègues à Berne, ils ont fait une étude qui fait peur, parce qu'il n'y a que 10% de la population dans le canton de Berne qui est capable à reconnaître un accident ischémique transitoire, ce qui fait quand même peur. 90% ils passent à côté. Donc, une actrice célèbre, elle a fait un AVC à 40 ans, Sharon Stone, je pense que vous la connaissez, et elle s'est bien remise. Voilà, donc comme quoi l'AVC touche tout le monde et qu'on doit être vraiment averti, et en cas de malheur, ça arrive cela, il faut vraiment regarder la montre. On est dans un canton où on fabrique beaucoup de montres, donc regarder la montre, c'est important de savoir à quelle heure ça a commencé, parce que certains traitements, on peut les donner uniquement dans une fenêtre du temps. Et pour connaître cette fenêtre du temps, pour ne pas prendre des risques, vous devez nous dire à quelle heure ça a commencé. Donc, il faut vraiment regarder la montre, premier message. J'ai un plan, figurez-vous, je vais essayer de me tenir au plan. Vous voyez ici, là, c'est des petites choses. Sur l'historique, tout le monde parle des AVC. Bon, je ne connais pas, peut-être que même les Assyro-Babyloniens, ils ont oublié dans leurs hiéroglyphes des choses, mais Hippocrate, en tout cas, a dit que l'AVC touche les hommes à partir des 40-60 ans, il y a 2500 ans déjà par le passé. Donc à l'époque, on ne vivait pas peut-être si longtemps, mais que les gens étaient en bonne santé, ils tombaient paralysés avec des maux de tête et ils décédaient au bout d'une semaine quand ils avaient la fièvre. Et pourquoi ils avaient la fièvre? Parce qu'on fait une pneumonie, une complication d'AVC, c'est une pneumonie. Et c'est comme ça qu'on décède en post-AVC, malheureusement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que depuis 2500 ans, on sait ce que c'est l'AVC, mais on le soigne correctement, à mes yeux, depuis 20 ans, 30 ans au plus large. Donc c'est malheureux, vous allez voir, il y a 40-50 ans, on soignait très mal les AVC. L'accident vasculaire cérébral, c'est la deuxième cause des mortalités, juste après les tumeurs, et c'est la première cause de handicap. Et quand vous regardez ici, je ne sais pas si j'arrive à faire le pointeur, là, quelque chose, oui. Donc, ça augmente avec l'âge. Donc, jusqu'à 40-50 ans, on fait très peu d'AVC, mais au-delà, on commence à faire des AVC, malheureusement. On ne sait pas très bien pourquoi. Et si on ne discute pas de politique, on ne discute pas médecine. Donc là, je me suis permis ici mettre, pour ceux qui connaissent un peu
l'histoire, les trois grands têtes à Yalte, qu'ils ont partagé le monde. Sachez qu'au moment où ils partageaient le monde, ils avaient tous fait des accidents vasculaires cérébraux. Oui, c'est pour ça que le monde est mal fait. Hein. Et qu'il n'y avait pas d'unité cérébrovasculaire. Hein. Et ce qui est dramatique, c'est que quand vous lisez les documents médicaux qui sont en ligne, hein, pour le Staline, il y en a, mais pour les autres, pour le Churchill et Roosevelt, il y en a, ils se baladaient avec 240, 150 pression artérielle une semaine, et le médecin il disait qu'il avait une bonne mine. Donc voilà. Bien sûr qu'il avait une bonne mine parce qu'on est rouge, qu'on en est 250 comme tension, donc peut-être que c'était une bonne mine. Le problème, c'est qu'au bout des 3 mois, il a fait une grosse hémorragie cérébrale, il est mort. Donc ça ne va pas aider, quoi. Hein. Donc l'UCV, comme vous savez, donc ça touche beaucoup. Et ici en Suisse, on a des statistiques très très précises. À peu près 20 000 personnes vont faire des AVC, des AIT. La différence, c'est que l'AIT, donc ça, vous récupérez des symptômes rapidement, on dit moins d'1 heure, en tout cas moins de 24 heures. Et si on fait une IRM, on ne trouve pas de lésion cérébrale. Donc c'est très très bien, mais n'empêche, si on ne prend pas ça au sérieux, dans les jours qui viennent, les gens vont faire des AVC. Donc c'est un signal d'alarme auquel on doit vous sensibiliser. Le traitement, simple fait qu'on a identifié une unité cérébrovasculaire, comme c'est le cas à la nôtre, on diminue la mortalité de 25%. Et vous allez me dire pourquoi, parce que c'est toujours le même médecin. Parce que quand vous commencez à vous intéresser à des choses que vous faites de plus en plus fréquemment, vous devenez expert. Si vous faites un AVC tous les 10 ans, vous n'allez jamais le reconnaître, vous allez le louper. Si vous commencez à faire tout le temps, vous allez être bon. C'est le principe de faire et refaire la même chose. L'unité cérébrovasculaire, c'est quoi? C'est une structure, en fait, avec un aréal géographique. Nous, on a la chance, ici, dans le service des médecines, on a une structure avec des lits dédiés et toute une équipe qui tourne autour d'un patient. Et je me suis permis ici mettre les gens qui sont autour de l'équipe. Donc, vous voyez, c'est des neurologues, des urgentistes, des radiologues, des intensivistes. Pour des cas difficiles qui nécessitent une respiration assistée, pendant quelques jours, on fait appel à nos collègues intensivistes pour que les gens peuvent respirer, pour passer le cap. On a des infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des logopédistes, des thérapies de la déglutition, des aides-soignants, des diététiciennes, assistants sociaux, cas complexes, etc. Tout ça, c'est autour d'un patient qui a un AVC. C'est très, très complexe. Donc, on ne peut pas commencer à faire une unité cérébrovasculaire sans réfléchir bien en avant. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des directives suisses. Donc, on a commencé en 2012. Donc, comme je vous dis, hein, depuis 2000, on traite bien. En 2012, il y a eu une réunion d'experts en Suisse qui ont dit comment il faut faire. Et après, c'était remis à jour tous les 10 ans. Donc, ça, c'est la version 2022. Et quand vous regardez ici la carte de la Confédération, vous voyez en rouge ce qu'on appelle les stroke units, comme la nôtre, Neuchâtel. Voilà, on est là. Et en bleu, c'est les stroke centers, c'est les gros centres universitaires. D'un point de vue neurologique, il n'y a pas de différence. Les stroke centers, qu'est-ce qu'ils ont en plus par rapport à nous ici à Neuchâtel? C'est qu'ils ont un service des neurochirurgies et des neuroradiologies interventionnelles à côté. Mais les neurologues sont comme nous. Il n'y a pas de différence, ni professionnelle, ni des structures, ni d'autres. Eux, ils ont la neurochir. Nous, ici, dans le canton, on n'a pas la neurochir parce qu'on n'a pas la population, on n'a pas une masse critique pour avoir la neurochirurgie. Sinon, on commence à être dangereux. Vous voyez, pour faire la bonne médecine, il vous faut une masse critique. Sinon, vous allez traiter moins bien les patients. Et donc ça, comme vous voyez là, ça c'est la carte de la Confédération. Et quand vous regardez encore une fois Neuchâtel, vous voyez, il y a une petite étoile. Et ces petites étoiles, Neuchâtel, Bâle et Zurich, c'est qu'on a aussi la reconnaissance européenne. Les autres, ils n'ont pas la reconnaissance européenne. Donc, c'est deux choses différentes. On a à la fois la reconnaissance de la Confédération et la reconnaissance European Stroke Organization, où tout ce qu'on sait faire sur le plan des AVC au niveau européen, on partage. Donc, le diagnostic d'un AVC, c'est clinique. Malheureusement, ceux qui ont des AVC, ils ont des paralysies. Mais le simple fait d'avoir des paralysies, ça ne veut pas dire que vous avez fait un AVC. Il vous faut une imagerie, il vous faut des gens qui connaissent, qui peuvent vous dire quel type.
Et après, on doit faire des causes, on cherche les causes parce qu'en fonction des causes, on soigne mieux le risque des récidives. On veut éviter surtout la récidive. Et donc, comme je vous ai dit, regardez ce qui s'est passé. Donc, à Berne, ils ont regardé les gens, s'ils sont capables de reconnaître un AVC, ils disent 8% reconnaissent un accident ischémique transitoire. Et si par malheur, ils vont avoir un AVC mineur, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même bouger encore bien, etc., ou un accident ischémique transitoire, il y a uniquement 1/3 de la population bernoise qui cherche l'aide. 2/3, ils ne vont jamais chercher de l'aide. Et ces 2/3, ils vont s'aggraver, ils vont devenir de plus en plus graves. Donc c'est pour ça qu'on essaye de rendre, on va dire, en termes laïques, les connaissances pour les AVC, pour que les gens consultent en cas de besoin, pas eux-mêmes, mais autour de eux aussi, et qu'ils insistent. Parce que vous avez vu, parfois même, si on fait un AVC, on dit bah, « ça ne tombe pas sur moi, c'est pas possible, j'attends, je veux voir. » C'est jamais bon. Comment reconnaître un AVC ? Si je dois choisir un mot pour tout AVC, c'est vraiment quelque chose qui est brusque, qui apparaît comme ça, en plein ciel, calme. Tout d'un coup, on est à table, ou on fait d'autres choses, etc. Et on a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien, surtout la moitié du corps. C'est très, très important. Si d'un coup, la moitié du corps ne fonctionne pas bien, que ce soit une paralysie qui touche le visage, le bras ou la jambe, ou tous les trois d'une degré différente, ou si on perd la vue, je vois tout d'un coup pas bien, ou la parole, ou je ne comprends rien à ce qui se passe, ou que je deviens confus d'un coup, ou je ne tiens pas debout, comme quelqu'un qui est ivre, à ces moments-là, donc c'est brutal et j'ai toute part des symptômes, il se peut que j'ai un AVC. À ces moments-là, il faut faire 144 tout de suite. On a regardé dans notre canton ceux qui viennent eux-mêmes, par leurs moyens personnels privés, ils sont toujours moins bien pris en charge, ils arrivent toujours trop tard, ils ne sont pas bien identifiés aux urgences, ils peuvent avoir des accidents sur la route, parce que l'AVC peut progresser et tout d'un coup vous bougez bien quand vous prenez la voiture, mais déjà quand vous êtes dans un carrefour, vous bougez moins bien et vous avez des accidents et tout le monde après ne comprend pas pourquoi il pense à un accident, ne pense pas à un AVC initialement, vous voyez. Et tout ça, donc ce qu'on veut transmettre comme message, c'est vraiment 144, ça marche très bien. Et donc après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une imagerie cérébrale et on voit deux types d'AVC d'une manière schématique simple. Un AVC où une artère est bouchée par un caillot de sang, ça donne un AVC ischémique, ou au contraire, un AVC où il y a un vaisseau de sang qui éclate et il y a du sang dans le cerveau qui pousse le cerveau et ça s'appelle un AVC hémorragique ou une hémorragie cérébrale. C'est deux choses opposées. Soit une artère qui est bouchée et nous on doit tout faire pour la déboucher, soit une artère qui explose, le sang coule et nous on doit tout faire pour que le sang s'arrête. Et donc, sans imagerie, vous ne pouvez pas distinguer. Vous voyez cliniquement quelqu'un qui est paralysé, mais c'est l'imagerie qui vous permet de dire quel type on en a. Et donc ça, on le fait vite aux urgences, dès que les gens arrivent. Quelles sont les causes ? Il n'y a pas d'intérêt à faire un cours, mais sachez qu'on a plus que 100 causes des AVC. Et donc, la plupart des causes, c'est des causes dites athéromateuses. On dit qu'il y a trop de cholestérol sur l'artère, et comme c'est le cas ici, par exemple, vous voyez là, ici, donc vous avez déjà trop de cholestérol et on doit opérer ce type d'artère, ou mettre un stent, ou au contraire, vous avez un problème dans le cœur, et on doit fermer le cœur, ou faire d'autres choses, ou on fait des petits AVC dites des lacunes, ou ici, on a ce qu'on appelle une dissection. Vous voyez là, ici, là, c'est comme des yeux, là. Et en fait, c'est du sang dans l'intérieur de l'artère. Et si vous ne faites pas ce type de séquence d'IRM, vous allez passer à côté d'un diagnostic et vous allez mal soigner les gens. Donc, ça ne suffit pas de dire « j'ai eu une IRM ». L'IRM, c'est multimodal, c'est plusieurs photos, plusieurs types. Et si vous ne faites pas la bonne photo, vous n'allez pas avoir le bon diagnostic. Pour les AVC hémorragiques, quand un vaisseau de sang rompt dans le tête, donc on a des hémorragies liées à la tension ou à la fragilité vasculaire, et dans les très rares cas, on a des malformations artério-veineuses qu'on les soigne par intervention chirurgicale. Mais tout ça, nous sommes capables à être diagnostiqués ici en urgence quand les gens arrivent chez nous.
Le traitement aigu, il y a deux mots qui paraissent difficiles, mais c'est des mots simples. Thrombolyse, ça veut dire la lyse, la dissolution du thrombus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit une artère qui est bouchée, on donne un médicament pour dissoudre le caillot. C'est si simple que ça. Thrombectomie, on enlève le thrombus par un tire-bouchon. Voilà, tout à fait, comme pour les vins. Et regardez, donc, effectivement, donc, je remercie au professeur Arnaud Marcel, qui est chef du service à Berne, parce que nous on travaille beaucoup avec Berne. Donc voilà, regardez ici, donc, il y a une artère qui arrive dans la tête et elle est bouchée la moitié parce qu'il y a des artères qui manquent. Voilà, les collègues, ils ont retiré ce gros caillot de sang et après, l'artère a récupéré son calibre. Et si vous regardez avant, après, tout le monde peut se rendre compte de ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que c'est des patients qui arrivent chez nous et on fait vite le diagnostic, on commence le traitement ici, il part à Berne, il récupère le caillot qui reste, il revient chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière courante. Là, j'ai mis un autre exemple du même type, donc une IRM cérébrale où on voit l'AVC ici, donc ça, c'est cette petite tache blanche là. Et j'en passe. Et vous voyez ici, au niveau de la carotide, tout en bas, cette carotide est bouchée. Donc ici, on voit un petit bout là, mais après, on ne voit plus rien. Et quand on avance un tout petit peu, là, j'ai mis ça. Et l'autre côté, on a mis en place un stent. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ressort dans l'artère. Vous voyez, tout ça, c'est assez long, le stent. Si je vous le montre ici, vous allez voir que ça arrive pour une radiographie jusqu'au niveau des dents. Donc, ce type de personne a un ressort dans la carotide pour garder la carotide ouverte, sinon la carotide se ferme. Donc, ça, on le fait. Donc, le stent est fait pour. Il ne faut pas que vous soyez craintif. Voilà. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, vous vous dites, tiens, j'ai bien travaillé ici au niveau du cou, c'est bien, mais il faudra arriver jusqu'à la tête parce que pareil, ici, on voit une artère qui est bouchée et l'autre côté, l'artère s'est récanalisée. Donc, on obtient un bon résultat et les gens récupèrent. Donc, je me passe. Donc, après ça, on donne des médicaments pour fluidifier le sang, les médicaments contre l'hypertension artérielle, et on commence ce qu'on appelle la neuroréhabilitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un processus complexe qui commence déjà dès le premier jour post-AVC. Et toute l'équipe qui est autour commence à faire tout cela pour que les gens puissent récupérer pour leur reprise optimale de l'autonomie. On commence ici et après les gens sont déplacés à Landeyeux. En moyenne, c'est 3-4 semaines et parfois ça dure plusieurs mois. Mais il faut le faire vite et on le fait pour tous les patients qui nécessitent la réadaptation. On a cette chance d'avoir ce service de réadaptation dans le canton. La prévention secondaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après un AVC, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des médicaments. S'il faut opérer les carotides, on les opère. S'il faut fermer les FOP, comme vous avez entendu, regardez là, ici vous avez un petit passage du cœur droit au cœur gauche, et vous mettez un parapluie, et le parapluie bloque tout cela, et on récupère d'une manière extraordinaire, et on a un petit parapluie dans le cœur, mais ça ne veut rien. Je me permets de dire un petit mot sur les statines, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas les statines. Ils nous disent les statines, ça donne des maux de tête, ça donne des douleurs, je n'aime pas les statines. Bon, moi, croyez-moi, je n'ai pas d'action chez les statines. D'accord, je vous dis d'emblée, pour me croire sous parole. Mais je pense que sur le problème de la santé publique, les statines doivent être mises dans le pain. Vraiment. Mine de rien, sur le plan scientifique, on a depuis à peu près 20 ans, on a quasiment 7000 articles sur les statines. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez un article qui était fait, c'était il y a 20 ans, mais c'est fait pour toute la France, 5000 personnes tirées au sort. C'est vraiment tirage au sort. C'est publié en New England, c'est la meilleure revue de la médecine au monde, c'est Harvard, c'est New England. Donc, quand vous faites cela, et donc on donne des statines ou on ne donne rien, quand vous regardez, les gens qui sont sous statine, par rapport à ceux qui n'ont pas de traitement, ils récupèrent nettement mieux, première chose. Et deuxième point, ce qui est important, c'est que les effets secondaires, tout le monde dit, j'ai des effets secondaires. Mais regardez le bras placebo. Le bras placebo, ça veut dire que les gens, ils prenaient même pas du sucre, rien. C'est 93% statine, 91% placebo.
Donc 9 personnes sur 10 qui n'ont pas de traitement actif, ils disent qu'ils ont des douleurs musculaires. Et encore mieux, c'est qu'ils ont plus de douleurs musculaires que les autres qui prennent les statines. Donc je ne dis pas que je ne crois pas les gens qui me disent qu'ils ont des douleurs musculaires, je les crois. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui prenaient rien, ils avaient les mêmes douleurs musculaires, même plus. Ils avaient les mêmes diarrhées, ils avaient les mêmes... Simple fait que je vous donne un médicament, vous allez chercher, vous allez dire, tiens, il a cet effet secondaire, peut-être que moi je l'ai. Ou d'autres choses. Mais donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des effets secondaires. Mais sachez que même le placebo donne des effets secondaires. À Neuchâtel, comme ça je finis, qu'est-ce qui se passe à Neuchâtel? Il y a 2 ans, on a eu la chance de pouvoir prouver qu'on est capable d'accueillir ici le congrès annuel de la Société suisse cérébrovasculaire. C'était la première fois qu'un stroke unit avait cette chance. Et comme vous voyez, même auditorium, c'était aussi plein que ça. Donc ça nous fait plaisir pour dire qu'ici à Neuchâtel, on a pu accueillir tous les spécialistes de l'AVC dans Suisse qui sont venus ici. Deuxième point, quand vous regardez qu'est-ce qu'on fait nous, combien de patients on hospitalise, combien de patients on donne le traitement pour lequel je vous ai montré, et combien de personnes ont la chirurgie carotidienne. Vous voyez, 30 personnes par année sont opérées par notre équipe ici, les chirurgiens, parce qu'ils ont des sténoses carotidiennes ou mettent des stents. Et j'aimerais bien dire un mot sur les urgences, parce que les collègues des urgences, ils nous disent que parfois les gens sont un peu énervés, qu'ils attendent aux urgences, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a choisi qui passe vite ou qui passe moins vite. Quand vous regardez notre temps, c'est-à-dire que si vous arrivez aux urgences pour un AVC, en 15 minutes, on vous fait l'imagerie, en 30 minutes, on vous donne le traitement, et en 50 minutes, vous partez à Berne. Donc, bien sûr que ceux qui viennent pour d'autres choses, ils vont attendre, mais ceux qui viennent pour un problème grave, ils vont très, très vite. Et c'est pour ça que les gens attendent aux urgences, parce qu'il y a d'autres qui vont plus vite. Et je vais finir ici avec cela. Par rapport à la Confédération, vous voyez, on a plein de couleurs bleues, là, et nous sommes très, très bleus. Et pourquoi nous sommes très, très bleus? Ce n'est pas parce qu'on supporte une équipe, ou foot ou autre. C'est tout simplement parce qu'on a le meilleur taux d'hospitalisation dans l'unité cérébrovasculaire. En rouge, c'est la moyenne nationale. Et là, c'est le canton de Neuchâtel. Donc, si quelqu'un vous dit que dans d'autres cantons, les gens soignent mieux qu'à Neuchâtel, ça, c'est l'Observatoire suisse des maladies. C'est un organisme indépendant. Vous le trouvez sur l'Internet. Ça s'appelle OFSAN. Et donc, si eux, ils montent, tout le monde monte. Mais pour vous dire, on peut que parfois, l'herbe verte est peut-être plus proche. Pour la chirurgie carotidienne, on est pas mal non plus. On est en première ligne, là. Et en ce qui concerne les statines, pareil, nous ne sommes pas très mauvais. Si vous voulez regarder, il y a eu un film sur placebo en juin avec un témoignage et on a discuté sur les mêmes choses sur les AVC. Et surtout, encore une fois, si vous assistez à quelqu'un qui a des signes d'alerte, n'hésitez pas, dites-lui qu'est-ce que c'est, un AVC, il faut faire 144, appelez vite et comme ça on sait qu'on peut vous prendre en charge rapidement. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir. Donc, je savais qu'en passant après Paul, j'aurais pas beaucoup de minutes à parler avant l'apéritif. J'espère que vous avez encore un petit peu de jus. Il y a encore ma collègue Nadia qui doit le faire aussi. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Frédéric Schild et je suis infirmier clinicien dans l'unité de neurologie, de neurologie de la stroke unit, donc l'UCV aussi, on l'appelle, hein, unité cérébrovasculaire. Et en fait, j'aimerais vous expliquer un petit peu, vous présenter ce soir comment l'équipe infirmière, mais l'équipe aussi des ASSC et des aides-soignants, donc la globalité de l'équipe soignante, prend en charge finalement les patients qui font un AVC ou un AIT dans les lits qui sont dédiés pour ça. Donc, vous avez compris, le docteur Muresan vous l'a dit avant, il y a plusieurs manières d'arriver à l'hôpital de Portales. Il y en a une qui est bonne, c'est d'appeler le 144, parce que là, il va s'enchaîner quelques
quelques cascades d'appels qui vont faire en sorte que la prise en charge sera efficiente et rapide. Par contre, ce n'est pas une bonne idée, effectivement, de venir tout seul ou accompagné de son proche parce que ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, je pense que vous avez compris le message. Donc nous avons 4 lits dans notre stroke unit qui sont dédiés à la surveillance. Et en fait, le patient arrive dans nos lits et assez vite, comme vous pouvez le voir sur l'image, il sera en fait relié à un monitoring avec en fait la fréquence cardiaque qui va être comment le cœur bat, est-ce qu'il bat trop vite, est-ce qu'il bat trop lentement. La tension artérielle aussi sera donnée en temps réel. Et puis tous ces éléments-là vont être suivis de près par les infirmiers, les ASSC, les aides-soignants tout au long du séjour. Dans cette stroke unit, le patient arrive souvent alité aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros quelqu'un qui vient pour un accident vasculaire cérébral ischémique, qui va être alité, la tête à zéro. Quelqu'un qui a fait un AVC hémorragique, il sera un petit peu plus redressé parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de pression dans la tête. Et ces patients vont faire entre 4 heures si le déficit est mineur, jusqu'à 72 heures au lit. Puis ensuite, il va faire un premier lever avec, comme l'a dit aussi le docteur Muresan, d'autres collègues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes qui vont venir nous aider à faire ces soins-là. Et puis, bien sûr, tout au long de ce séjour lit, les soignants vont utiliser ce qu'on appelle... on a un outil qui s'appelle le NIHSS, qui est une échelle pour mesurer le déficit, si vous voulez, de l'AVC. Et pendant l'hospitalisation, on va demander au patient, on va tester le patient, voir de quelle manière il peut bouger, de quelle manière il parle, quelle est sa vision, sa coordination, et aussi la manière dont il comprend les choses qu'on dit. Et je pense que vous en avez subi quelques contrôles comme ça tout au long du séjour. Et puis, évidemment, vous le voyez aussi sur l'écran, des fois les patients peuvent être stressés ou inquiets quant aux examens à venir, quant à la suite de l'hospitalisation. Et toute cette équipe soignante est aussi là pour répondre 24 heures sur 24, parce qu'on est là tout le temps, jour et nuit, jour férié, à Noël, à Nouvel An. Et tous ces soignants vont pouvoir avoir un effet rassurant auprès des patients qui sont hospitalisés. Mais aussi ce soir, en plus de ce résumé de ce que peut faire une équipe soignante, on a en effet développé un projet, excusez-moi, dans notre unité, il faut que je trouve ce truc-là. Tac. Voilà, donc le projet qu'on a développé dans notre unité, qui a été dit en préambule, c'est la consultation infirmière en neurologie. Eh bien, pourquoi une consultation infirmière en neurologie? Alors, vous l'avez bien compris, il y a environ 16 000 cas d'AVC par année en Suisse. Mais à Neuchâtel, quand on a fait cette étude sur ces chiffres, c'était en 2022, il y a eu 650 hospitalisations dans notre unité, dans l'unité UCV. Sur ces 650 patients hospitalisés, bien entendu que nous, notre consultation, il cible une partie de la population qui a un NIHSS. Donc vous vous souvenez, c'est cette fameuse échelle qui décrit un petit peu les déficits, qui ont un NIHSS à 4 ou inférieur à 4, qui sont considérés comme relativement peu de déficits. Donc ce sont des gens qui en général rentrent à domicile et qui seront vus qu'après 3 mois par un des neurologues présents dans l'équipe du RHNE. Pendant ces 3 mois, il peut se passer un certain nombre de choses. Et donc, l'équipe infirmière va pouvoir appeler ces patients. Et vous allez découvrir plus en détail après avec ma collègue qui va vous décrire un petit peu plus concrètement ce qui s'y passe dans ces consultations. On voit aussi que les études montrent que quelqu'un qui a fait un AVC ou un AIT, eh bien, il a certains besoins déjà de comprendre sa maladie, comprendre l'AVC. Alors c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aussi peut-être revenir sur certains éléments qui n'auraient pas été compris durant l'hospitalisation. Et puis, les patients ont besoin d'aide pour redonner un sens aussi à leur vie. Et je pense que Madame pourra confirmer, mais je pense que quelqu'un qui donne un sens à cette pathologie pourra d'autant mieux
aussi participer, être peut-être plus compliant dans la prise en charge de certains médicaments ou de certains soins ou de certaines thérapies qui lui est proposée. Et un besoin d'aide aussi pour intégrer les nouveaux médicaments. Il en a parlé aussi, le docteur Murezan. Il y a des nouveaux médicaments qui sont intégrés, et ceux-ci peut-être en plus des médicaments que le patient avait déjà avant de faire une attaque. Et ce sont tous des éléments qui seront repris dans la consultation. Et puis, dernière slide. Donc, les sociétés scientifiques de prise en charge des patients de victimes d'AVC recommandent effectivement le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires par les traitements médicamenteux. Je ne reviendrai pas en détail, mais on parle surtout des statines, des antihypertenseurs. Après, on se rend compte que les patients, justement, nous posent quelques questions durant ce laps de temps où ils ne revoient pas forcément leur neurologue. Et une modification durable du style de vie en identifiant les facteurs de risque. Alors, on voit bien que, de manière, il les a un petit peu énumérés aussi, les facteurs de risque. On voit que chaque personne est individuelle. On a des facteurs de risque différents. Et pendant la consultation, on essaye de voir avec la personne, dans le suivi personnalisé, quels seraient lesquels où le patient pourrait travailler sur ces facteurs de risque qui lui sont propres. D'autres sont imputables, comme le sexe ou l'âge, on ne peut pas tellement agir dessus. Mais d'autres, oui. Et ma collègue va vous présenter comment. Et adapter l'environnement, il est clair que les patients aussi, on doit être sûr que pendant ce laps de temps, pendant ces 3 mois, est-ce qu'ils peuvent aller chercher les médicaments? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement aussi les amener pour une consultation? Est-ce que l'environnement proche de ce patient est OK? Et si ce n'est pas le cas, on pourra aussi l'aiguiller. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nadia qui va vous expliquer un petit peu plus dans les détails cette consultation infirmière. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fred, bonsoir. Alors moi je suis Nadia, infirmière en médecine 4, spécialisée en neurologie. Donc Fred qui est clinicien, il vous a retracé le parcours d'un patient de la stroke-unite et le pourquoi de la mise en place d'une consultation infirmière ambulatoire pour les gens qui rentrent directement à la maison. Moi, je vais vous présenter quels patients sont concernés et puis surtout le contenu de cette consultation qui actuellement se fait par téléphone, mais elle peut aussi se faire en présentiel avec un proche si besoin. Voilà. La majorité des patients prennent rendez-vous chez le médecin traitant à la sortie, mais c'est vrai que des fois, ils n'osent pas forcément poser des questions ou ça ne vient pas forcément à ce moment-là. Donc voilà, on constate qu'une grande majorité des patients qui rentrent directement à domicile n'ont pas de suivi particulier, si ce n'est la consultation justement à 3 mois avec le neurologue et puis éventuellement une prise en charge physio, ergo, logo, voilà, mais qui ne seront pas forcément spécialisés là-dedans. Enfin, dans la prise en charge infirmière. Voilà. Ça, c'était avant la consultation infirmière ambulatoire. Donc, de là, pour qui une consultation? Alors, comme ça a été dit, c'est des patients avec un NIHSS inférieur ou égal à 4. Donc, cette échelle dont Fred vous a parlé, qui dit un peu quel séquelle, quel handicap, enfin, à peu près. Enfin... plutôt bien. Et puis, justement, dans la plupart des cas, les patients, ils ont peu ou pas de séquelles, ils rentrent directement à la maison et ils n'ont pas de suivi spécifique, ils savent pas vers qui se tourner, ils n'ont pas de personne de référence. Et du coup, s'ils ont des questions, des difficultés, de l'anxiété, voilà, ils savaient pas trop vers qui se tourner. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Voilà, on revoit la petite image aussi, hein, qui est très importante. Donc, le clinicien, donc Fred, ou une infirmière spécialisée, ma collègue Séverine qui est juste là devant, ou moi-même, on appelle le patient entre 7 à 10 jours après la sortie de l'hôpital. Et puis, on lui a préalablement et brièvement parlé de cette consultation pendant l'hospitalisation. On lui a demandé son accord aussi s'il voulait bien qu'on lui téléphone, justement. Et si une personne a des difficultés pour diverses raisons pour répondre, on demande son accord et celui d'un proche pour avoir un contact. Et c'est cette personne-là qui va devenir notre contact. On l'appelle une première fois. Et puis ensuite, selon ses besoins, questionnements, envies, on l'appelle une fois par mois. Et puis ça peut se prolonger autant que nécessaire et que c'est utile pour cette personne. On aborde différents sujets que vous retrouvez là.
Justement, je vais en reprendre quelques-uns. Alors déjà, est-ce qu'il a compris son diagnostic? Ça, je pense que c'est vraiment important pour la suite de la prise en charge. On parle aussi de comment il sent, de l'impact de l'AVC, par exemple, sur sa vie quotidienne, comme l'autonomie, l'alimentation, la mobilisation, la fatigue aussi, c'est quand même quelque chose qui ressort régulièrement. De l'impact sur l'entourage aussi, du fait d'avoir fait un AVC, et puis de la relation avec l'entourage aussi suite à ça. On regarde aussi s'il suit bien son traitement médicamenteux, si il l'a bien compris aussi, s'il y a des effets indésirables ou si les ordonnances sont à jour, sinon on les réoriente vers leur médecin traitant. Et puis déjà pendant l'hospitalisation, on commence à aborder le sujet des facteurs de risque cardiovasculaire et principalement celui qui les touche, celui ou ceux qui touchent directement le patient. Il y a des facteurs modifiables où le patient peut avoir un impact direct, comme on en a déjà un petit peu parlé, mais le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'alimentation, le poids. Puis lors du téléphone, on reprend ce sujet justement des facteurs de risque parce qu'il est extrêmement important pour diminuer au maximum les récidives. Nous conseillons également de surveiller certains autres facteurs de risque, comme prendre la tension. Si on a des traitements, c'est important de suivre ça. Les glycémies aussi, donc le sucre dans le sang, et puis le taux de cholestérol. On parle aussi également des signes d'alerte, les red flags, ça on appelle dans notre jargon, tels que la difficulté à parler ou à comprendre. En fait, c'est tous ces symptômes qui sont repris là et dont le docteur Muresan vous a parlé avant. Donc paralysie du visage, perte de force d'un côté, maux de tête intense d'apparition brutale ou des vertiges violents. Donc ces symptômes doivent vraiment faire tilt, l'alarmer et l'amener idéalement à appeler le 144. Donc je crois que ça a été souligné à plusieurs reprises. Je crois que c'est vraiment vraiment important, ou en tout cas à consulter rapidement. Mais vraiment c'est le 144 qu'il faut privilégier. On a aussi certains scores à notre disposition pour évaluer l'état psychologique, le moral par exemple, ou la fatigue, ça s'appelle le BFI, entre autres. Et pour la fatigue, par exemple, le patient il est content de constater par un score, par un chiffre, qu'il évolue positivement et que l'état de fatigue diminue. Voilà, et avec tout ça, quels sont les bénéfices qui en ressortent? Je vous ai listé les bénéfices les plus importants, mais j'aimerais aussi m'attarder sur certains d'entre eux. Donc, le patient a parfois des difficultés à retenir les informations données pendant l'hospitalisation. Elles sont conséquentes. Il ne pense pas à certaines questions quand il est hors contexte, quand il n'est pas à son domicile. Donc, le fait de pouvoir poser ces questions et d'avoir une réponse directement, ça le rassure aussi. Tout cela, ça l'aide aussi à donner du sens à sa prise en charge, à mieux la comprendre et à en être acteur. Et je crois que, comme Madame Burcher disait, de comprendre et de pouvoir prendre en charge, ça aide vraiment pour la suite aussi. Il y a donc une amélioration possible de l'hygiène de vie, une diminution des facteurs de risque, ce qui prévient les récidives. Ce qui a aussi pour effet indirect de diminuer les réhospitalisations et puis d'induire une réduction des coûts de la santé. Voilà, ce qui n'est pas négligeable non plus. La consultation, elle est également l'occasion de détecter des signes d'alerte, d'éventuels symptômes présents et de faire une détection précoce et d'intervenir si nécessaire aussi. Voilà. On insiste de nouveau sur le fait que il faut appeler le 144 et on dit aussi, et on profite des fois de ces téléphones pour que les personnes qu'on a au téléphone diffusent le message aussi et soient attentifs à des signes d'alerte qui pourraient se présenter chez des personnes autour d'eux aussi. Pour clore le sujet, le retour fait par les patients dans le cadre des consultations nous permet d'améliorer la pratique, de réfléchir sur la prise en charge optimale. Et puis, il est très positif en plus, les patients sont contents et rassurés d'avoir ce suivi. Voilà. J'aimerais encore juste vous parler d'une brochure donnée aux patients pendant l'hospitalisation, lorsqu'on leur parle de la consultation infirmière. Pour reprendre les points essentiels dans le cadre d'une certification sur la prise en charge des personnes ayant subi un AVC, ma collègue Séverine, toujours, et moi-même avons choisi de faire un support utile pour donner diverses informations aux patients qui particulièrement rentrent directement à domicile, mais il peut aussi être utile pour tout patient ayant fait un AVC, et puis ainsi qu'à son entourage et toute personne intéressée par le sujet.
Cette brochure qui est à disposition devant vous, que vous pourrez prendre à la sortie, reprend de manière résumée la différence entre AVC et AIT, traite les points importants auxquels il faut être attentif, comme les signes d'alerte, les différents facteurs de risque et ceux sur lesquels il est possible d'agir, comme j'en ai parlé auparavant, et puis il y a aussi des liens avec des sites ou des associations en lien avec l'AVC. Voilà, j'espère qu'on aura pu vous apporter des informations, des éléments à d'éventuelles interrogations que vous auriez pu avoir. Et surtout, on n'espère pas vous voir dans notre stroke unit. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, si vous avez des questions, volontiers, vous pouvez les poser dans le micro, comme ça on vous entend sur Facebook, à distance. Ah, je crois que madame était avant, je donne la parole. Vous avez parlé du traitement des AVC par l'artère bouchée avec une hémorragie. Comment ça se passe, le traitement? Pour les hémorragies, en fait, on a tout un processus avec beaucoup de procédés. En première instance, on diminue fortement la pression artérielle. Et après, si c'est nécessaire, on va donner des médicaments en fait, qui vont neutraliser la fluidité du sang. Et après, si ça ne marche pas très bien, rapidement, la plupart du temps, certaines personnes vont être opérées en urgence à l'hôpital. Actuellement, le seul traitement qui est efficace dans l'hémorragie cérébrale, d'une manière claire et nette, c'est vraiment diminuer la pression artérielle à des chiffres très très bas. Et ça, on le fait dans l'heure qui suit l'AVC hémorragique. Et donc comme ça, on a amélioré aussi la mortalité. On a essayé d'autres médicaments, genre un clou, entre guillemets, hein, et ça a donné beaucoup d'infarctus du myocarde parce que vous allez coaguler vite le sang, mais si vous faites une coagulation rapide du sang, ça va s'arrêter de saigner, mais les gens vont faire des infarctus du myocarde. Et ce qu'on gagne dans le cerveau, on perd dans le cœur. Et c'est pas une bonne idée. Donc, mais pour l'instant, voilà ce qu'on fait. Paraît-il, il y a plus d'AVC dissimulés que de vrais AVC. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails concernant les AVC dissimulés? Qu'est-ce que vous appelez un AVC dissimulé? Les petits AVC presque imperceptibles, mais voilà. D'accord. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des AVC des découvertes fortuites. Hein, je pense que c'est ça ce que vous faites allusion. On n'a pas beaucoup d'études. On a des études qui étaient faites aux Pays-Bas, parce que cette étude coûte. Ça veut dire que vous allez adresser à une population en bonne santé une consultation médicale avec une IRM pour voir s'ils ont fait des AVC ou non. On a regardé pour les gens qui ont au-delà de 60 ans dans la région d'Amsterdam et on a découvert qu'il y a à peu près 15% des gens au-delà de 60 ans qui sont considérés en bon état, qui ont fait des petits AVC. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres en Suisse? Je ne pourrais pas vous dire parce que pour l'instant, personne n'a osé faire des IRM sans avoir un symptôme. Mais on pense qu'il y en a beaucoup, comme vous le dites. Mais on n'a pas, à part des chiffres faits par les collègues hollandais, on n'a pas d'autres chiffres. Vous pouvez en dire un petit peu plus sur la fibrillation auriculaire? Oui, je peux.
je ne vais pas choisir d'entrer dans les détails des pathologies associées parce que c'est une pathologie qui est enseignée par les collègues cardiologues. Hein. Voilà. On sait que si c'est ça votre question, certains AVC peuvent déclencher une fibrillation auriculaire. Donc on peut faire un AVC hémorragique souvent, et même si on n'a jamais eu de problème du cœur à cause du stress, mais certaines zones du cerveau sont très très spécifiques pour le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque peut être perdu et vous pouvez déclencher une fibrillation auriculaire, si c'est ça la question. Après, si c'est pas ça, c'est que on sait que ceux qui ont des fibrillations auriculaires peuvent faire des AVC et actuellement, on a des traitements très très intéressants qui fluidifient le sang, qui ont très peu d'effets secondaires, ce qu'on appelle les DOAC, c'est les anticoagulants directs, et on arrive à donner un médicament ou 2 médicaments par jour sans faire des prises du sang. Avant, on avait la varfarine, la coumadine, on faisait des prises du sang, il fallait avoir un INR, etc., très compliqué. Mais voilà, donc on a fait beaucoup de progrès. Il y a des collègues cardiologues qui vont aplatir cette fibrillation, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans le cœur des patients et donner des petits courants électriques pour couper cette anomalie cardiaque, et le cœur va reprendre un rythme, ce qu'on appelle un rythme sinusal, il va redevenir régulier. Donc on peut faire plein de choses. Donc ça va dans les deux sens. On a des traitements et surtout on a une super équipe avec laquelle nous on travaille. Là, c'est l'équipe du Dr Pellaton. Et donc voilà, s'il y a des problèmes cardiaques, n'hésitez pas. On peut toujours demander un avis plus vite. Je vous en prie. Bonsoir. Quel serait le rôle du physiothérapeute dans le processus de rétablissement et réhabilitation post-AVC? On va répondre à plusieurs. On va dire, c'est un rôle important. C'est pour ça qu'on a dit toujours, l'unité cérébrovasculaire, c'est jamais une seule personne. Si vous faites une seule personne, vous ouvrez un cabinet. Donc si vous voulez travailler, faire vraiment rendre un service au niveau de la population, à partir du moment où on a créé cela, pour vous donner un exemple, simple fait que vous identifiez une unité cérébrovasculaire et que vous laissez des gens qui s'intéressent à ça s'occuper uniquement de cela, vous allez diminuer la mortalité de 25%. C'est énorme. 25% en médecine si vous diminuez la mortalité. Vous imaginez 25%, une banque fait faillite, donc c'est des gros chiffres. Mais pour vous dire, donc le rôle de la physiothérapie, c'est important parce que on sait qu'on doit intervenir très très tôt. Et nous, on intervient dès que les gens sont levés et parfois même avant. C'est pour ça que mes collègues, mais je pense qu'ils vont pouvoir vous dire un tout petit peu plus là, ce qui se passe chez nous. Mais peut-être que de parler du rôle qu'on a finalement en binôme avec nous, les soignants, les infirmiers, les ASSC, les aides-soignants, avec les physiothérapeutes, c'est typiquement et concrètement, ce sera des techniques aussi de mobilisation. Parce qu'imaginez-vous qu'un patient qui a une plégie d'un côté, donc la moitié du corps qui ne fonctionne plus vraiment, il y a certaines techniques de mobilisation à la fois pour faire regagner en réhabilitation le patient, mais aussi pour nous, les soignants, pour faire des gestes justes, sains ou pas se blesser. C'est souvent avec les physiothérapeutes qu'on a ce genre de cours et de mobilisation et pour lever quelqu'un du lit de cette manière-là, c'est à ce niveau-là. Et puis peut-être aussi de manière plus générale, on offre aussi des cours en relation avec les physiothérapeutes pour les équipes justement des infirmiers, des aides-soignants. Pour ce niveau-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nadia, ou vous, pardon, je pense à ma collègue. Oui, c'est vrai que le physio est important. Alors évidemment, plus le handicap est grave, et puis plus oui, ils vont mobiliser, mais ils éduquent le patient, et puis ils vont donner des trucs et astuces pour pallier. Moi, j'avais pas beaucoup, j'avais juste des troubles de l'équilibre, mais tout de suite les physios sont venus, m'ont fait sortir dehors, et ils m'ont, alors je sais plus, mais ils m'ont donné des combines, des trucs et astuces pour pallier. Et oui, c'est assez tôt dans la prise en charge pour compenser en fait le manque ou le handicap, quoi.
Bonsoir. Moi, j'ai plusieurs questions, mais une des questions, c'est pour Madame Nadia. Il me semble, j'ai entendu que dans la brochure, vous parlez de la différence entre un AVC et un AIT. C'est juste? Donc, je lirai là. Je ne vais pas vous poser la question par souci de temps. Et l'autre question, c'est est-ce qu'un AVC ou un AIT peut avoir des causes aussi génétiques? J'ai encore une question. Vous avez la réponse dans votre question. On a malheureusement des causes génétiques. Il y a certaines maladies pour lesquelles c'est pour ça que je vous ai dit là, ici, c'est pour ça qu'on fait un bilan. On ne fait pas un bilan pour énerver les gens, pour les garder longtemps chez nous. On sait que les gens, personne n'aime l'hôpital, entre guillemets, soyons honnêtes. Même nous, on rentre le soir. Donc, voilà. Ça dépend du soir, si on sommes de garde ou non. Mais bien sûr, on fait, parce qu'il y a eu un temps où on ne faisait pas tous les examens, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ça coûte. Bien sûr que ça coûte. Si vous achetez une voiture qui coûte 2 balles, il ne faut pas s'énerver que la voiture ne va pas rouler. Donc si on exige d'être soigné, comme j'entends de temps à l'autre, comme je ne sais pas où, il y a un coût pour être soigné comme je ne sais pas où. Donc c'est pour ça que j'ai donné une comparaison. Pour répondre à la question, on fait un screening très très individuel par rapport aux facteurs des risques qu'on en a. Et déjà, on peut dire à partir des 2-3 jours, quelle est la cause évidente. Et si on a une cause évidente, on s'arrête là et on est content et on opère la carotide, on anticoagule les gens, etc. Si au bout de 2-3 jours, on n'arrive pas à avoir une cause claire, surtout pour les gens jeunes, à ces moments-là, il se peut qu'on demande des études génétiques à condition que les gens acceptent, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir et ils refusent des tests génétiques, mais on fait et on trouve. Il y a par exemple une maladie qu'on appelle CADASIL, qui c'est une maladie à transmission autosomique dominante, donc s'il y a quelqu'un dans la famille, il va transmettre à tout le monde, et on va faire des petits AVC ischémiques, hémorragiques, et petit à petit, d'une manière schématique, à 30 ans, on a la migraine, entre guillemets, mais on n'a pas la migraine. À 40 ans, on commence à faire des AVC, à 50 ans, on est dément, et à 60 ans, on meurt. Donc, on a des maladies génétiques qui sont comme ça, CADASIL, CARASIL ou autres, et on peut faire des études génétiques, on a des tests, et nous, on les fait en collaboration avec le CHUV, avec Berne ou avec Genève. Mais on fait. Ok, merci. Et la dernière question est, donc, si une personne donc, fait un AIT, elle a des lésions dans le cerveau, visibles dans l'imagerie IRM, etc., qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut récupérer de ces lésions ou, si j'ai bien compris, pas trop? Oui. Donc, on va dire un accident, un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui laisse les lésions. Ça, c'est sur l'IRM. Oui, c'est ça. Un accident ischémique transitoire, un AIT, on l'appelle transitoire parce que ça ne laisse pas de lésions. Ah. Donc, ça ne laisse pas lésions. OK. Donc, en revanche, c'est une question des lésions ou du temps. Et ça dépend comment vous faites. Je donne un exemple. Si je vous fais un scanner cérébral, qui est une imagerie simple, elle irradie. C'est pour ça qu'on essaie de faire des IRM qui n'irradient pas. Hein. On s'est rendu compte que ce n'est pas bien d'irradier les gens. OK. Voilà. Mais l'IRM coûte plus cher. Bon. Voilà. Et les gens dans le canton, ils ont voté contre l'IRM. Ça, j'adore dire. OK, donc les AVC laissent des lésions qui sont visibles dans l'IRM, mais pas les AIT. Est-ce qu'une autre maladie laisse aussi des lésions, fait des lésions, ou c'est vraiment l'AVC? Bien sûr. Ah. Une tumeur cérébrale laisse des lésions, une sclérose en plaques laisse des lésions, un abcès cérébral, une méningoencéphalite. Il y a plein de pathologies. Plein d'autres pathologies neurologiques. Maladie de Parkinson, démence, tout à fait. Donc, il y a plein de choses. C'est pour cela que je dis, l'IRM va vous permettre de dire que vous avez fait un AVC, à condition qu'il soit vu par des spécialistes qui ne vont pas confondre un AVC avec une autre maladie. Parce qu'après, vous partez vers la droite ou vers la gauche en fonction des choix et vous n'arrivez pas au bon endroit.
Donc c'est pour cela qu'on insiste beaucoup que vous soyez bien pris en charge. C'est pour ça qu'on a la chance que l'administration a accepté de créer cette unité. Je confirme, c'est vrai que la prise en charge est extraordinaire à RHNE. Juste une question rapide. J'ai en effet en 2020, j'ai tout récupéré, j'ai quasi pas de séquelles. Sans côté gauche pendant 60 heures. Donc tout va bien chez moi. Juste la question, c'est pendant combien de temps le suivi doit être fait. Là, j'ai fait un IRM il y a 2 ans, puis maintenant je n'entends plus parler de rien du tout. C'est normal, je pense. Bon, ça va être pas de nouvelles, bonne nouvelle. Parfait, à vous. Je dors tranquille. Mais on va dire, l'accident vasculaire cérébral, comme vous avez vu ici, c'est un caillot de sang qui bouche une artère. Donc, si on a identifié la cause, qu'on a guéri la cause, il n'y a pas raison que vous avez d'autres caillots de sang qui bougent comme ça dans votre corps. Effectivement, la cause, c'était la suite d'une intervention suite à un anévrisme. Voilà, donc à partir du moment où on a éliminé la cause, tant que vous êtes en bonne santé, ce qu'on souhaite, continuez comme ça. Donc on va s'arrêter de faire des IRM qui ne vont pas faire d'autres choses que vous stresser ou augmenter le coût. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup. J'ai mal entendu. Le cerveau était plat ou... Ah, ok. Non, je pensais que c'était une blague par rapport à la Terre plate. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que on a plusieurs critères de déclarer quelqu'un qui est mort. C'est comme ça. Parce qu'on est appelé, on est neurologue et on est appelé pour voir si les gens sont encore vivants ou non. Et qu'on se prononce sur fin de vie, don d'organes, etc. Il y a des questions éthiques. Je vous en passe, hein, ce n'est pas le but du sujet. Et de temps à l'autre, les gens ils nous disent est-ce qu'il est vraiment mort ou non. Eh bien, on doit faire des tests. Et un des tests, c'est ce qu'on fait un électroencéphalogramme. C'est-à-dire qu'on enregistre le courant électrique et on sait que si quelqu'un, entre guillemets, fait semblant d'être comateux ou autre, on peut identifier qu'il a un fonctionnement du cerveau qui est bien. En tout cas, le courant électrique passe. Et ben, si vous avez un courant électrique qui passe par la tête sans être électrocuté, c'est que vous êtes vivant. Alors que d'autres qui ont un EEG plat, on dit que effectivement, mais il faudra que c'est suffisamment long, qu'il n'y a pas de réaction, etc. Et on peut dire que le cortex est détruit. Mais il y a une autre partie du cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui peut encore vous rendre la vie automatique. C'est-à-dire que vous avez la respiration, vous avez aussi encore les battements de cœur, mais si vous n'avez pas le cortex qui fonctionne, ça veut dire que vous êtes incapable à interagir avec d'autres. Mais vous pouvez respirer, vous pouvez avoir une pression artérielle normale, mais il n'y a pas du tout d'interaction. Donc si par rapport à cela, oui, un électroencéphalogramme plat, ça veut dire que le cortex est détruit d'une manière globale assez grave. Après, on dit aussi aux autres qu'ils ont un EEG plat parce qu'ils ne réfléchissent pas trop, mais ça c'est... Merci. Une question encore. Votre patiente ou ancienne patiente a beaucoup insisté dans son témoignage sur le stress qui a précédé son AVC. Bon, on est tous un peu stressés quand même. On en parle aussi beaucoup comme cofacteur dans l'infarctus du myocarde. Certains disent même qu'ils ont développé un cancer après une grosse période de stress. Dans votre expérience, est-ce que ça joue un rôle ou bien c'est une idée comme ça qu'on a que d'avoir beaucoup de stress peut nous provoquer un AVC?
Nous, ça nous touche quand les gens nous demandent l'aide parce que ça veut dire qu'ils nous font confiance. Donc, c'est toujours intéressant. Quelqu'un qui est stressé, bien sûr qu'on va l'examiner. Pour répondre à votre question, est-ce qu'un stress important peut déclencher un AVC? On n'a pas la preuve fondamentale que vous pouvez faire un AVC si on vous stresse fortement. En revanche, on a la preuve fondamentale que si vous faites un stress important, vous pouvez faire une maladie cardiaque qui s'appelle Takotsubo. Par exemple, votre cœur commence à pas fonctionner d'une manière correcte et quand il ne fonctionne pas bien le cœur, s'il ne fait pas le mouvement comme ça tous les 60 fois par minute, à un certain moment, il peut provoquer des caillots de sang. Et quand le cœur va reprendre correctement son travail, le caillot de sang qui n'est pas encore dissous, il peut partir. Et malheureusement, c'est comme sur l'autoroute. Pourquoi on fait des AVC? Parce que vous avez le cœur, vous avez l'aorte et vous avez 4 artères qui arrivent dans la tête. Sinon, on fait des ischémies dans les bras, dans les jambes. Mais on fait dans la tête parce que c'est comme ça, on est créé comme ça, on est fait comme ça. Et donc, pour répondre à votre question, on a des patients qui font un stress important, qui font des problèmes cardiaques très, très importants, mais c'est exceptionnel. Et parfois, ils peuvent faire cela. Mais pas l'inverse. Je ne crois pas qu'on peut déclencher un AVC lié à un stress. En revanche, nous, ce qu'on voit souvent, on appelle une amnésie globale transitoire. Ça nous arrive, surtout quand il y a le froid qui arrive, des gens vont aller se baigner dans le lac et ils font un stress physique important et pendant 24 heures, ils posent sans s'arrêter la même question que je fais, etc. Ils sont dans une boule temporaire et ils répètent sans cesse la même question. Et ça, c'est lié à un stress physique et après, ils récupèrent. Et si on fait une IRM, on peut trouver des petites anomalies. Mais ce n'est pas un AVC. Mais parfois, on peut faire d'autres choses, pas nécessairement un AVC. En revanche, peut-être avec un stress très, très important, on peut faire une poussée d'hypertension artérielle. Mais pas un AVC, ça me paraît difficile. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va gentiment clore. Oui, alors encore 2 questions et une question en ligne. Après. Oui, pardon. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une information. Je signale qu'il existe une association des aphasiques neuchâtelois qui vient de fêter ses 30 ans et où nous organisons une activité mensuelle où on visite de différentes choses, depuis musées ou autres, ou sorties. Et depuis 7 ans, il existe même un petit chœur des aphasiques, un neuchâtelois. Voilà. Merci beaucoup. Ça, moi, je savais, mais merci beaucoup d'être ici, là. Donc, malheureusement, il y a certains qui vont faire des AVC avec un trouble du langage. Il y a d'autres types d'aphasie qui peuvent arriver dans la vie. Et c'est très, très important qu'on puisse faire appel aussi à des associations, en fait, pour témoigner d'une manière directe, indirecte, même si les causes ne sont pas les mêmes. Mais merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question. Si on est sous statine, on est un petit peu préservé alors? Moi, je pense que oui. Tout simplement, on a regardé, pour vous donner un exemple qui sort de la petite blague comme ça, on a regardé les pièces opératoires des gens qui avaient la statine. C'est-à-dire qu'on a opéré la carotide et on a regardé comment ça se passe, comment c'est la graisse ici qui est déjà encrasée. Et en fait, si vous avez la statine, la plaie est différente, la carotide est différente. Et c'est pour cela qu'on insiste beaucoup. Et on a vu, même pour ceux qui n'avaient jamais de statine, qu'on leur donne la statine en arrivant, ça c'est une étude faite par les collègues espagnols, la taille de l'AVC a diminué. Parce que ça donne plusieurs choses, en fait, le simple fait d'avoir les statines, parce que ça ouvre aussi d'autres vaisseaux de sang. Bon, j'ai pas le temps, voilà, c'était pas le but de discuter, mais pourquoi j'ai touché la statine? Parce que c'est quelque chose qui revient, et là, nos collègues, ils ont la même expérience, probablement.
c'est un sujet très très délicat. Les gens ils disent j'ai beaucoup de mal, j'ai des douleurs musculaires, je me sens pas très bien, je suis barbouillé, etc., etc. Bien sûr, il y a des effets secondaires. Il y a l'eau qui donne pas d'effets secondaires, si je puis dire. Je connais pas d'autres médicaments à part l'eau qui donnent pas d'effets secondaires. L'eau chaude déjà c'est pas bien. Mais donc bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais l'idée, c'est est-ce qu'on le supporte ou non. Si on ne supporte pas ça, sachez qu'il y a des anticorps, on a d'autres médicaments, des anticorps anti-PSK9, etc. On peut changer les statines pour d'autres médicaments. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, sur la statistique que vous avez, on est le meilleur canton en Suisse romande en ce qui concerne la prise comme traitement des statines, parce qu'on insiste beaucoup avec les collègues des cardiologues et les autres pour que les statines soient bien prise en compte par la population. Voilà, tout simplement. Mais ça marche d'une manière significative sur des études populationnelles énormes. Donc, ceux qui disent le contraire, à mon sens, il faut qu'ils lisent d'abord la littérature, en dehors de la littérature people. Hein. Alors, je voudrais juste faire quelques remarques. Déjà, félicitations, parce que moi, j'ai eu un AVC, mais vous n'étiez pas encore là, hein, à Neuchâtel. Et je n'ai pas été prise en charge. On m'a fait les premiers examens. C'est arrivé le dimanche, c'était le mardi, ça avait 8 jours, 9 jours après. Mais le lundi, mon médecin m'a dit, revenez cet après-midi. Et puis, il a dit, oui, ça doit être un AVC. Et puis, il a téléphoné au neurologue. Il dit, je ne peux pas la prendre avant jeudi soir, après ma consultation. Ensuite, il a fait quelques examens. Il a dit, bon, maintenant vous allez à l'hôpital, je suis de garde, alors c'est pour Thalès, vous avez une demi-heure. Je dis, non, moi je dois rentrer à la maison, je dois quand même... Et puis, alors, 1 heure, 3/4 d'heure. J'ai fait moi un papier, autrement ils vont me faire attendre. Alors, je suis arrivée vers 8 heures du soir, j'ai attendu 2 heures. Et puis ensuite, j'ai eu des examens. Tout à coup, le médecin a dit, on continuera la prochaine fois. Alors j'ai dit, oui, puis c'est le week-end. Non, il y a encore vendredi. Et j'ai rien eu jusqu'au lundi. Et le vendredi après-midi, je voulais aller à la dictée des aînés. Et puis, il n'y avait pas de lit spécialisé. Hein. J'étais dans une autre chambre. Alors là, la responsable du service a dit, vous pouvez y aller, vous signez, mais vous risquez de rester paralysé. Donc, je suis pas allée. Et puis, donc, le lundi, j'ai eu des examens psychologiques plutôt. On me demandait un tas de choses. Et puis, le mardi, j'ai eu le scanner ou bien l'IRM, je ne me souviens pas. Alors, j'avais 10, j'en avais un gros trou dans la tête, un gros trou, puis 9 autres petits. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure. Et puis, voilà, le mercredi, j'ai attrapé un zona parce que j'étais tellement stressée d'attendre. Et là, elle ne savait pas ce que c'était. Elle dit, vous allez à la maison. Si ça ne va pas mieux, ben, vous revenez. Bon, et puis, je n'ai pas eu du tout de suivi, sauf le cardiologue. J'avais des choses collées partout. Ça me s'est collé à mon pyjama, mais ce n'est pas resté collé. Bon, je devais retourner 3 mois après, je ne suis pas retournée. Et puis ensuite, j'ai un médicament contre le cholestérol, aspirine cardio. Et puis le soir, je prends de la levure de riz rouge plus QRD, je crois, QD. Et puis parce qu'une fois, je suis allée à Lausanne, à l'EPFL, où les spécialistes ont dit les statines, ça détruit le sang. Alors vous arrêtez ça. Alors moi, je prends de la levure de riz rouge. Alors c'est marqué, il ne faut pas en prendre après 70 ans. Moi, j'ai commencé. Et puis, je suis encore là. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours des maux de tête et j'ai toujours ces fourmis. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter? Parce que c'est ça qu'il y a eu. J'étais allée faire un peu de ski de fond, puis j'étais pas bien. Et puis, j'ai voulu me lever de mon divan. J'avais plus de force. Je pouvais plus lever ma cuillère. Je pouvais pas me brosser les dents. On me suis dit, je me suis coincé un nerf. Et puis, le lendemain, j'avais toujours le nerf coincé. C'est comme ça que je suis allée chez le médecin. Mais alors, vous voyez, j'ai eu de la chance. Je suis aussi un cas atypique. Je sais pas, j'espère qu'il y en a beaucoup parce que je suis toujours là. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut faire des examens?
Parce que maintenant, j'ai plus de cholestérol, j'ai plus de tension. Moi, j'ai dit au médecin, j'arrête tout. Il dit non, non, non. Après, c'est, on va dire, pour... Donc, j'ai arrêté j'ai arrêté le beurre, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le chocolat. Je mangeais ma plaque de chocolat tous les soirs. Et j'avais jamais je prenais pas de poids. Chaque soir, une plaque de chocolat après souper. Je prenais pas de poids, pas un gramme. J'ai arrêté ça, j'ai pris 4 kilos. J'ai arrêté le sel presque, et puis le beurre, et puis ça va. Mais est-ce que je dois m'inquiéter d'avoir tous ces maux de tête et ces fourmis? Oui, donc on va dire, pour répondre à votre question, c'est actuellement, si j'ai bien compris, vous avez un traitement par aspirine et vous avez un traitement antihypertenseur. Donc déjà, vous avez 2 grands piliers qui font, on va dire, sens dans votre cas. Après, si vous avez des nouveaux symptômes, après, si c'est des symptômes qui sont anciens depuis l'AVC, il se peut que ça, c'est des séquelles. Mais si vous voulez qu'on discute, on peut prendre contact après avec vous pour discuter et voir comment on peut vous donner un rendez-vous assez rapidement pour répondre à votre question. Mais la question, il se peut que, comme j'ai dit, dans certains cas, les statines vont être arrêtées, mais on a d'autres médicaments à prendre. Je le sais qu'il y a des gens qui sont très, très attachés au riz rouge, etc. La Société des pharmacies et des contrôles du médicament en Suisse n'accepte pas un médicament naturiste prescrit par un médecin. Vous voyez, c'est comme quoi je vous prescris du venin d'un serpent qui va faire saigner, je ne sais pas quoi, etc. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Il y a des gens, par exemple, qui sont mordus par des serpents et qui font des hémorragies. Mais ce n'est pas la science, on va dire, ce qu'on attend de la science. Donc nous, on essaie de donner des médicaments qui sont validés, purifiés, etc. Je ne dis pas que ça ne marche pas très bien avec un régime alimentaire ou d'autres. Mais croyez-moi, si vous me posez une question, je dois vous répondre d'une manière médicale. Donc c'est mieux de prendre des médicaments auxquels on a un accord des principes. Voilà, je vous propose d'avoir une dernière question qui nous vient de Facebook et qui concerne les statines. Connaissez-vous le livre de Michel Longeril, cardiologue français, L'incroyable vérité sur les effets des statines? Non, les livres écrits par des collègues cardiologues, je ne les connais pas tous, les livres. Si le cardiologue a écrit des articles scientifiques, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine là-dessus. On peut applaudir nos intervenants.